Morning Business, le débat. L'impact des sanctions, mais l'impact finalement de toute cette crise ukrainienne qui apparaît peut-être comme une onde de choc pour certaines entreprises françaises, notamment Nicolas Dos. Ça a commencé. Alors les sanctions qui vont être décidées au jour le jour, on verra ce que ça peut produire comme effet. Mais oui, on a déjà des choses visibles depuis 24 heures. Vous avez par exemple BPI France nous annonce les Échos qui décide de renoncer à un projet de financement du groupe Orpea sur le sol russe. C'est un projet qui devait être partagé avec le fonds souverain russe. Bon, il y a eu le scandale Orpea, ajouté à cette crise russe, ça a probablement achevé les velléités de BPI France. Peut-être pas le moment, effectivement, d'aller faire copain-copain avec le fonds souverain russe. Vous avez Lucas Demeo qui explique que Avtovaz, dont il est propriétaire, enfin, premier actionnaire, risque de ne pas être en capacité de produire les Lada. Les Lada, c'est un tiers des immatriculations de Russie. Et la Russie représente 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les 46 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel de Renault. C'est très, très concret. On a 700 entreprises françaises installées sur le sol russe, dont 35 du CAC 40. Vous avez Danone, vous avez la Société Générale, qui, dans son PNB, Rosbank pèse quand même très 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 lourd. Ça, c'est vraiment des choses immédiates qu'en moins de 24 heures, on a pu observer. Même si, sur le marché russe, il n'y a pas de sanctions particulières. Non. Voilà. Bon. Mais vous vous rendez compte, en très peu de temps, on observe des choses potentiellement, comme ça qui peuvent se matérialiser vraiment très rapidement. Et puis après, à terme, et ça va forcément avoir un impact sur notre fameuse balance commerciale, parce qu'on vend à peu près pour 6 milliards 400 millions d'euros de produits aux Russes. On vend surtout de l'aéronautique, de la chimie, mais aussi des produits de luxe, aussi des parfums, des cosmétiques, de la gastronomie française. On va voir ce qui restera de ces exportations. Pour l'instant, il n'y a aucune interdiction de commerce. Pour l'instant, il n'y en a aussi, pas. Et alors en face, nous, on importe venant de Russie pour à peu près 10 milliards d'euros de produits. Quels sont ces produits ? Il s'agit du gaz principalement et surtout du pétrole. Et donc là, on va voir ce que va faire la Russie si elle décide de détourner ses livraisons de gaz vers la Chine. Il va falloir qu'on augmente dans ces cas-là nos livraisons qui viennent du Qatar, qui viennent des États-Unis, qui viennent de Norvège. Alors pour l'instant, les 3 méthaniers qui en France ont des stocks plutôt bien garnis. Engie dit pour les semaines qui viennent, il n'y a pas de problème. Il va y avoir un impact sur le prix du gaz et puis le prix du pétrole. On vient d'en parler, on est en train de frôler les $100. Alors la Russie, c'est quand même le deuxième producteur mondial, le troisième exportateur au monde, le troisième exportateur au monde, mais deuxième producteur mondial. Il est évident que quand on a 10% de la production mondiale de brut entre ses mains et qu'on est au cœur d'une crise comme celle-ci, il va y avoir des impacts. Enfin, il y a un côté anachronique, si vous voulez, de se dire on va aller taper Poutine au portefeuille depuis 24 heures, alors qu'en fait on va engraisser son portefeuille comme jamais avec la hausse des prix du gaz et du pétrole. Exactement. Jean-Marc Daniel. Oui, c'est pas le portefeuille de Poutine qu'on engraisse. Je pense que dans cette affaire, effectivement, la conséquence la plus immédiate et la plus tangible, ce sera la hausse du prix du pétrole. Je rappelle que la dernière prévision de l'INSEE avait été faite sur un prix du pétrole à 90 $ le baril, on est aux alentours de 100, et donc l'INSEE avait anticipé une inflation à 3,5%, et donc là, l'inflation sera au-dessus de juin à juin. Deuxième élément, notre déficit commercial qui se creuse. Quand on regarde hors énergie, on avait à peu près stabilisé notre déficit commercial. Même en termes de balance des paiements courants, la situation s'était améliorée, car le revenu de nos placements à l'étranger sont rentrés l'année dernière, mais la facture énergétique va encore se dégrader, et donc à partir de ce moment-là, le solde final sera dégradé. Je pense qu'à moyen terme, en fait, la principale victime, c'est le peuple russe. Parce que vous avez une situation dans laquelle vous avez un pays qui dégage des excédents extérieurs énormes, et les excédents extérieurs vont être encore augmenté par l'évolution du prix du pétrole. C'est-à-dire, et ces excédents extérieurs, ils rentrent dans quelques grandes entreprises. Ce matin, le New York Times dit que Poutine et les Russes pourraient bénéficier de ces sanctions. Parce que d'abord, on le verra avec Benahouda, ils vont plus dépenser en Russie, notamment les oligarques, qui vont moins à Courchevel ou à Saint-Trope, comme le dirait le commissaire européen. Et qu'avec le prix du pétrole qui va augmenter, la Russie va gagner de l'argent. Oui, mais on a une expérience historique assez longue sur les sanctions. Les premières sanctions économiques organisées était contre l'Italie de Mussolini en 1935 au moment de l'attaque contre l'Éthiopie. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé ce qui se passe à chaque fois, ça a l'impact du protectionnisme, c'est-à-dire ça augmente les prix, donc il y a de l'inflation, donc le
pouvoir d'achat moyen de la population baisse, mais le pays est obligé de se substituer aux importations, donc vous avez des secteurs entiers qui deviennent profitables, et puis en général le taux de change évolue. Et ce qui est assez paradoxal dans ce qui se passe en ce moment, c'est que alors que la Russie dégage des excédents énormes et que ces excédents vont encore s'accroître, le rouble est en train de s'effondrer. Il y a, juste avant la pandémie, 1 euro valait 70 roubles, maintenant on est passé à 90 roubles. Donc on a véritablement une pression sur le rouble qui est indépendante des fondamentaux de la Russie et donc de l'inflation en interne et qui crée de l'inflation en interne. Et donc la grande victime de tout ça, ça va être le peuple russe. Toujours. En tout cas, qui pourra moins acheter effectivement de produits importés. Voilà, et dont le pouvoir d'achat va baisser. C'est-à-dire que les prix vont augmenter, il y aura moins de produits importés. Donc c'est avec les recettes du pétrole et du gaz, peut-être que la Russie pourra subventionner la consommation des Russes. Ah oui, oui. Non, mais après, il y a des mesures. Hein. Elle peut bloquer les prix, elle peut réagir à ça. Non, quand le président des États-Unis dit sur la dette souveraine russe, on va les priver des marchés internationaux, je rappelle que sur les marchés internationaux, c'est plutôt la Russie qui achète que la Russie qui vend. Enfin, je veux dire, il y a une incompréhension de la part des autorités américaines exprimée dans ce discours sur la réalité de l'économie russe et du fonctionnement d'un marché de la dette. Et des réserves de change, et des réserves de change, qui sont plus du tout dollarisées, euros. Absolument. Ils ont plus que 10% de leurs hydrocarbures qui sont vendus en dollars, c'était 100% en 2013. C'est vrai. Et ils ont multiplié par 5 le stock d'or depuis 2007. Ouais. Et ils ont un fonds souverain. Voilà. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose, passionnant.